Chers amis, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série Missing 411. Donc nous sommes à la partie 5 ou l'épisode 5, que j'ai intitulé moi-même Les chasseurs se font désormais eux-mêmes chasser. Missing 411 est une série, vous avez pu voir que j'ai pu réaliser plusieurs épisodes, c'est l'épisode 5, donc effectivement il y a eu 4 épisodes précédents, donc n'hésitez pas à les regarder pour ceux qui ne les ont pas vus. Donc cette série que je réalise en tirant avantage du travail incroyablement consistant de David Paulides, ce travail intitulé Missing 411, donc des gens qui disparaissent dans des conditions inexpliquées. Donc je m'appuie sur ce travail pour apporter mon regard personnel sur ce phénomène, en effectuant notamment des liens entre différents cas et perspectives que j'accentuerai au fur et à mesure, mais que je n'hésite pas à partager avec certains d'entre vous par message dans le chat sur la partie YouTube ou la partie Rumble. Donc effectivement, comme je le disais dans la partie 4, chaque épisode que nous aurons sur le sujet Missing 411 sera en effet une expérience assez unique à chaque fois, et cela grâce à vos commentaires et suite aux réponses ou aux échanges que nous avons. Et vous voyez bien que par rapport à vos commentaires, je réponds systématiquement. Effectivement, je remercie profondément vous tous qui regardez les vidéos jusqu'au bout et puis ceux qui contribuent au message comme Fabiolan, Aymin, Brigon Stéphane et tous ceux qui ont apporté des appréciations et commentaires très positifs, et une mention spéciale à Anna Koulianov que je remercie pour la confirmation apportée quant à l'histoire du petit Émile et que ses vêtements avaient bien été retrouvés et analysés. Donc, il y a eu ce petit débat avec Aymin. On pensait que peut-être que les vêtements n'avaient pas été retrouvés, mais les vêtements finalement avaient été retrouvés. Moi, c'est ce que j'avais vu dans mes recherches, qu'effectivement que le petit Émile, on avait retrouvé certains de ses vêtements, qui ressemblaient beaucoup au cas de Jared Atadero. Donc c'est pour ça que j'avais fait cette analyse en faisant une perspective entre les trois cas qui étaient Jared Atadero, le petit Émile et puis Dior Kuntz Jr. Donc encore une fois, je vous remercie énormément pour l'effort que vous faites pour regarder les vidéos jusqu'au bout, de mettre un pouce d'appréciation, c'est très apprécié. Moi, je ne fais pas énormément de vues, hein, comme vous le voyez. Je fais avant tout des sujets qui m'intéressent, et donc je ne fais pas beaucoup de vues, mais pour le peu de vues que je fais, j'apprécie vraiment que les gens puissent mettre un pouce d'appréciation. Ça m'engage à continuer l'effort. Encore une fois, oui, je radote, mais je fais uniquement des vidéos sur des sujets qui me touchent. Donc, dans un souci de partage et d'avertissement pour nous, parents, même pour toute personne souhaitant aller dans des zones reculées ou en camping, je fais cette vidéo sur Missing 411 pour alerter les gens de faire très, très, très attention. Que vous soyez en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Italie, en Afrique, faites attention. Donc comme je le disais en ouverture, je réalise cette série Missing 411 en alternance de mon autre série Titan de l'Histoire que je réalise en français et en anglais. Or la série Missing 411 est uniquement traitée en français. Mais d'après certains échanges avec certains d'entre vous quant au phénomène Skinwalker Ranch, donc j'essaierai de réaliser un épisode Missing 411 le mardi, donc dans 2 semaines, je ferai un épisode sur Missing 411 le mardi, puis un épisode Skinwalker Ranch le jeudi. Encore une fois, uniquement en français pour l'instant. Il se pourrait que je fasse Skinwalker Ranch aussi en anglais. Si cela intéresse certains d'entre vous qui sont plus anglophones, qui sont plus à l'aise en anglais, dites-le moi. Je pourrais également faire Skinwalker Ranch en anglais également. Puis pour Missing 411, si certains d'entre vous sont plus anglophones que francophones et sont plus à l'aise à approcher le sujet Missing 411 en anglais, je pourrais le faire en anglais également. Et refaire les vidéos, les épisodes 1, 2, 3, 4 et 5 en anglais si besoin était. Donc, je veux aussi être très clair sur ce sujet. Le phénomène Skinwalker Ranch sera avant tout utilisé comme un moyen de corrélation avec le phénomène Missing 411, car je pense que les deux phénomènes sont deux facettes d'un phénomène plus global que j'aborderai au fur et à mesure avec des analyses et avec des preuves qui relatent d'un point de connexion entre les deux phénomènes. Donc voilà ma petite intro.
Passons maintenant au vif du sujet avec un préambule qui sera un peu plus long que d'habitude. Je vais parler de différentes choses et puis nous aborderons des cas de chasseurs qui sont chassés par ce phénomène Missing 411. Donc suivez-moi afin que nous pénétrions encore une fois dans les méandres du phénomène Missing 411. Bon, chers amis, avant de commencer, de rentrer dans les cas spécifiques du sujet d'aujourd'hui, donc les chasseurs étant chassés eux-mêmes, je voulais utiliser ce préambule pour faire, comme je le fais d'habitude, pour faire des parallèles entre différents cas, ce que je vais refaire, notamment 3 cas que l'on a déjà couverts, mais que l'on va recouvrir à nouveau avec un cas supplémentaire, et également vous donner un petit peu l'approche de quelle va être la périodicité des épisodes qui auront trait à Skinwalker Ranch. Mais également, certains m'ont posé la question dans les commentaires, comment je me suis découvert cette soif de comprendre l'intrigue du phénomène Missing 411, mais également des phénomènes connexes qui sont Skinwalker Ranch et d'autres. Donc comme je le disais, donc je voulais juste expliquer un petit peu comment j'en suis arrivé là, mais j'ai en fait, durant mes études universitaires, donc j'ai grandi en France, j'ai étudié en France et durant mes études, j'ai fait un parcours d'ingénierie informatique et durant mes études, j'ai eu l'occasion de partir étudier donc à l'étranger, notamment 1 an au Canada et 2 ans aux États-Unis. J'ai eu la chance d'obtenir une bourse pour partir jouer en Amérique du Nord. Et durant donc mes études, j'ai étudié ingénierie informatique, mais également j'ai abordé des sciences pures, c'est-à-dire physique théorique, astronomie, physique quantique, électricité et magnétisme, donc ce qui m'a permis de comprendre quels sont les phénomènes naturels qui font la cohésion de l'univers. Okay, même si c'était une approche limitée, c'était d'un niveau bachelor, j'ai pas fait un PhD en sciences, j'ai eu quelques cours en physique en plus de mes cours d'informatique. Okay, donc je ne suis pas un docteur en sciences. Okay, j'ai une bonne approche en sciences, mais je ne suis pas un docteur en sciences. Donc, dans ce cadre-là, le phénomène Missing 411 m'a touché de manière directe et indirecte, on va dire. Okay, donc, ma connexion directe était que donc aux États-Unis, j'ai étudié à Montgomery, en Alabama, dans le sud-est des États-Unis, dans les années 90. Et j'avais une amie qui était originaire du Vermont, dans le nord-est des États-Unis, qui m'avait invité chez ses parents durant le Spring Break. Donc je pense que vous connaissez tous c'est quoi le Spring Break. C'est cette pause universitaire qui prend place entre mars et avril, dépendamment des universités. Et en fait, on avait une activité en commun, c'était que on jouait au football on jouait au soccer, football, pour l'université. Elle jouait dans l'équipe féminine, je jouais dans l'équipe masculine. Et en fait, moi, je me suis retrouvé aux États-Unis avec une bourse universitaire pour jouer au football. Okay, et pour étudier. Et donc nous discutions ensemble parce qu'elle était originaire, elle avait grandi dans le Vermont, mais elle était originaire ses parents étaient un parent haïtien, un parent jamaïcain. Donc on discutait souvent des légendes africaines et tout ce qui est des légendes paranormales, quel est les rapports qu'il peut y avoir entre les légendes africaines, les légendes des Caraïbes et tout. Et on était fascinés par ce sujet-là et on échangeait beaucoup. Et elle m'avait fait part des légendes amérindiennes dans une zone qui s'appelle Appalachian Trail. Alors Appalachian Trail, c'est cette zone des Appalaches qui couvre une grande partie du nord-est des États-Unis et qui touche aussi le Canada. Et il y avait cette légende rurale qui parlait que de ne pas siffler dans la forêt, soit durant la nuit ou à la tombée de la nuit, de ne pas répondre quand on entend son prénom, quand on entend son prénom qui est appelé dans la forêt, et de sortir de la zone rapidement sans courir quand il y a ces 2 phénomènes. Durant cette semaine où elle m'avait invité, j'avais accepté, on était parti donc dans le Vermont, entre détente, pêche et soirée avec ses amis, et donc dans différents coins. Bon, à plusieurs occasions, on s'est promené en forêt durant la semaine, alors que le soleil commençait à se coucher et que nous étions encore donc en forêt. On a entendu un sifflement à 2 notes.
on se regarde et donc moi je me suis mis à sourire et elle me dit don't you dare whistling back. Donc elle me dit surtout n'ose pas siffler, n'ose pas répondre au sifflement. Bon moi pour rigoler parce que ça me faisait rire. Bon j'ai sifflé. Et donc on a continué à marcher comme si de rien n'était et au bout de 2 minutes nous avons entendu un autre sifflement du même type mais beaucoup plus proche. Ok. Et on a entendu quelqu'un appeler mon prénom. Donc mon prénom est Luc. Donc on a entendu Luke. Alors, c'est pas Star Wars, hein. Ce n'est pas mon père. Mais en fait, la mélodie de la voix, c'était un son comme métallique. Je sais pas comment expliquer. Comme si quelque chose ou quelqu'un essaie de répliquer une voix humaine sans vraiment y arriver, quoi. Donc c'était tellement étrange qu'on s'est regardé, on a vraiment commencé à avoir peur. Et donc on continuait à avancer sans courir. Et en se retournant, on a aperçu une ombre qui était, je veux dire, entre les arbres. Comme il commençait à faire nuit, c'était assez difficile à voir, mais on a vu une ombre assez grande. Et nous sentons que quelqu'un ou quelque chose nous observait. Donc on est sorti vite de la zone, on est reparti vers chez elle, qui était environ à 20 à 25 minutes à pied. Et donc, une fois revenue chez elle, elle était visiblement énervée, fâchée. Elle m'a dit de ne plus jamais refaire ça, car c'était très dangereux. Et donc, bon, moi, je me suis excusé. Bon, je faisais ça vraiment pour rire. Je prenais pas ça au sérieux, les trucs des légendes, là. Moi, je prenais pas ça au sérieux. Donc, une fois à table avec ses parents, nous avons raconté à ses parents ce qui s'était passé. Et ils nous ont expliqué que vraiment, c'était très risqué ce que je venais de faire. Car leurs amis amérindiens dans la zone, ils vivaient vraiment proche de la forêt, vraiment à la lisière de la forêt, et leurs amis amérindiens qui vivaient dans une zone plus proche leur avaient raconté que de nombreuses disparitions avaient eu lieu et que des gens s'évanouissaient sans laisser trace dans des conditions similaires. Donc bon, voilà. C'était l'approche directe. Donc, de la manière indirecte, il y a quelques années, comme je l'avais mentionné auparavant dans l'épisode 1 ou 2, j'ai le petit frère d'un ami qui vivait dans le Missouri et qui a disparu dans des circonstances très étranges. Durant une soirée avec des amis, il est sorti de l'endroit où se passait la soirée. Il est parti fumer une cigarette, puis d'un coup d'un seul, il a appelé sa mère en panique, car il était poursuivi par quelque chose ou quelqu'un. La communication s'est brusquement coupée. Il est porté disparu. Les recherches sont lancées. La famille a d'abord pensé à un hate crime, parce qu'il était noir américain, et donc on a pensé à un crime raciste. Mais bon, il y avait rien qui prouvait cela, parce que il y a eu quelques tensions durant la soirée, mais rien de vraiment grave. Okay. Et 3 mois plus tard, il est retrouvé comme dans un étang, comme s'il était positionné debout, les bras écartés, mort. Le médecin légiste qui ausculte le corps affirme que le corps n'était immergé dans l'eau que depuis 2 ou 3 jours, maximum. Alors qu'il avait disparu depuis plus de 3 mois. Toutefois, hormis une fracture importante ouverte de la jambe gauche, aucun élément ne distinguait une explication de la mort de la personne et quelque chose et chose étrange, la rigueur cadavérique du corps indiquait une mort estimée entre 2 ou 3 jours. Donc, pendant tout ce temps-là, il a disparu pendant 3 mois. Cette personne était vivante, c'est ça que ça veut dire. Mais où était-elle? Et donc, c'était le petit frère d'un ami, donc la situation était très étrange. J'ai appris ça par un autre ami avec lequel j'ai étudié, qui m'a donné l'information. Je l'ai appelé pour apporter mes condoléances. On a parlé un petit peu, et toute la famille était très choquée en fait. Donc voilà qu'est-ce qui m'a touché de manière directe et indirecte par rapport au cas Missing 411. Et je n'ai réalisé, en fait, la situation qui s'est passée dans le Vermont, je n'ai réalisé qu'il y a que 2 ou 3 ans, hein, que c'était possiblement un phénomène type Missing 411. Je l'ai réalisé qu'à ce moment-là. Parce qu'effectivement, quand on était dans la forêt, il y a eu un silence, comme si il y avait plus de vent, comme s'il y avait plus d'animaux, il y avait plus rien. Tout était silencieux autour de nous. Et c'était absolument frappant. Donc voilà l'explication comment je me suis retrouvé à être intrigué par le phénomène Missing 411. Donc pour revenir à cette ligne parallèle que je souhaite établir entre Skinwalker Ranch et Missing 411,
Il faut reconnaître que le phénomène Skinwalker Ranch a connu 3 étapes bien distinctes, que je tenterai d'amener de manière graduelle pour vous expliquer bien comment ça s'est passé. Donc il y a 3 périodes. Il y a la période Sherman, où c'était le propriétaire du ranch. Donc c'est vraiment un ranch qui s'appelle Skinwalker Ranch. Donc c'est un ranch, donc un endroit où on élève des animaux, okay, ovins, bovins et chevaux. Et donc la famille Sherman qui était en, donc c'est pas leur vrai nom, hein, mais ils étaient en charge du ranch pendant un certain temps. Ils ont connu des épisodes extrêmement troublants à Skinwalker Ranch et ils ont décidé de vendre la propriété à Robert Bigelow. Et Robert Bigelow, c'est celui qui a créé le NEEDS et qui va faire des études scientifiques, analytiques sur le site Skinwalker et notamment sur les phénomènes qui s'y passent. Okay? Et Robert Bigelow a revendu le ranch il y a peu, je pense qu'il y a 3 ou 4 ans. Il a revendu le ranch à une personne qui s'appelle Fugel. Je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout la période Fugel, je ne la connais pas. Donc on va aller à travers 3 périodes. Période Sherman, période Needs et Robert Bigelow et la période Fugel. Et la période Fugel, je ne sais pas, faudra que j'étudie ce qui s'est passé, mais je ne sais pas trop ce qu'il en est. Mais je connais très bien la période Sherman et la période Needs et Robert Bigelow. Alors, le but de cette approche graduelle et ce parallèle entre Skinwalker Ranch et Missing 411, le but c'est de continuer en parallèle les épisodes Missing 411, bien évidemment, afin d'établir une connaissance suffisante entre les 2 phénomènes. Avant que nous ne convergions les 2 phénomènes ensemble et de juxtaposer certains aspects similaires entre les 2 phénomènes. Et c'est ce que je veux faire. Comme j'ai pu le dire dans certaines de mes réponses à mes commentaires qui ont été faits, je pense que ces événements en fait sont avant tout de nature technologique et qu'il y a un raisonnement ou une intelligence très avancée derrière ce phénomène global. Pour moi, en fait, le phénomène Skinwalker Ranch et Missing 411, ce sont les facettes d'un seul et même phénomène. Okay? Et j'essaierai de le démontrer, parce que c'est ce que moi j'ai pu analyser d'un point de vue purement scientifique. Okay? D'un point de vue analytique et m'appuyer sur les résultats des analyses scientifiques qui ont été tirées, c'est ce que moi j'en tire comme raisonnement. Okay? Il faut comprendre une chose. Toute technologie qui dépasserait de loin nos connaissances ou nos technologies actuelles serait perçue comme simplement de la magie ou apparentée à de la sorcellerie. Je vais vous donner un exemple. Que diraient les gens du XIVe siècle s'ils voyaient nos technologies actuelles? Toutefois, on ne peut omettre que le paranormal existe bel et bien. Donc on ne peut occulter la probabilité de certains phénomènes autres comme le Wendigo, Dogman, Mothman et autres théories, notamment basées sur la possibilité que les boulders qui se retrouvent dans les parcs nationaux, qui sont des pierres rondes à forte concentration de quartz, soient capables potentiellement de créer ou d'activer des portails interdimensionnels qui absorberaient les gens et les recracheraient par intervalle. Alors je suis très sérieux. David Paulides a travaillé avec certains scientifiques qui étudient ce phénomène. Un phénomène réel où il y aurait des anomalies du champ électrique et magnétique sur Terre dans certaines zones qui pourraient converger avec l'idée de création ou de portail interdimensionnel dormant. Et ça a été analysé par certains scientifiques qui ont travaillé avec David Paulides. Donc ce qui me fait dire cela, pourquoi je parle d'intelligence, c'est le mode opératoire, qui semble à la fois être finement organisé et répétitif sur plusieurs dizaines, voire centaines d'années, et parfois malgré des distances considérables. En effet, durant la partie 3 de notre série, j'ai effectué un parallèle entre les cas suivants, Jared Atadero, Émile Soleil et Dior Kunz Jr. Maintenant, comme suggéré par beaucoup d'entre vous, notamment Fabiolan, le cas de Yanis Moré, disparu le 2 mai 1989 à Yanagobi en France, pourrait trouver une forme de correspondance avec le cas de Jared et le cas du petit Émile. Donc faisons l'exercice. Donc vous voyez les 3 enfants à l'écran. Donc je vais passer très rapidement pour chacun d'entre eux, donc c'est une analyse très rapide. Donc Yanis Moré, Yanagobi, France, 1989. La disparition a lieu le 2 mai 1989. Yanis, 3 ans, joue à construire une cabane avec ses frères près de sa maison à Yanagobi, dans les Alpes de Haute-Provence. Il disparaît en quelques minutes, malgré la proximité de sa famille.
Des recherches sont effectuées avec des battues massives qui sont organisées par des gendarmes, pompiers et habitants, mais aucun indice n'est trouvé. Le terrain escarpé et boisé complique les opérations. Il y a des découvertes troublantes. 16 mois plus tard, un chasseur retrouve ses chaussures en cuir gris, son anorak, une chaussette et son slip à 300 ou 600 mètres de la maison. Donc une zone déjà fouillée, ce qui est similaire à d'autres cas. Aucun corps ni reste humain n'est jamais identifié. Les vêtements déposés a posteriori suggèrent une possible intervention humaine. Les hypothèses, enlèvement, accident non résolu ou meurtre, l'affaire reste ouverte, classée, mais sans suspect. Jared Atadero, c'est dans le Colorado, aux États-Unis, en 1999, donc 10 ans après les événements de Yanis Moré, mais en France. Donc, en 1999, Jared, 3 ans, disparaît dans une randonnée en forêt, dans les montagnes, avec un groupe d'adultes qui, pour des raisons que vous pouvez regarder dans l'épisode 3, le papa décide de confier son fils et sa fille à des personnes qu'il ne connaît pas, mais des personnes chrétiennes qui vont faire une randonnée. Okay. Donc, les découvertes. 4 ans plus tard, donc il disparaît, dans des conditions très étranges. 4 ans plus tard, des fragments de son crâne et une dent sont retrouvés dans une zone inaccessible pour un enfant de son âge. Ses vêtements, t-shirts, chaussures sont retrouvés. Alors, elles sont retrouvées de manière, je veux dire, proprement établie. Donc, pas forcément pliées correctement, mais elles sont retrouvées de manière agencée. Ok ? Mais il n'y a pas de trace de déchirure ni de morsure animale qui pourrait faire penser à une prédation animale. Quelles sont les hypothèses ? L'explication officielle évoque une attaque de puma, mais rien ne démontre une attaque de prédation animale ou d'une attaque d'un animal tel qu'un cougar ou ce qu'on appelle un cougar, c'est aussi un puma, ou un ours, parce que dans ce cas-là, les vêtements seraient complètement déchirés, il y aurait du sang partout. Okay. Donc, comme j'ai pu le dire, les attaques animales sont extrêmement, extrêmement violentes. Donc maintenant, passons sur le cas de Émile Soleil, dans les Alpes de Haute-Provence, en France, 2023. Donc on voit bien que les cas sont espacés de 10 et même, voire après, quasiment 25 ans. Donc la disparition a lieu le 8 juillet 2023. Émile, 2 ans et demi, disparaît devant la maison de ses grands-parents du Haut-Vernay. Les découvertes, 20 mois plus tard, ces ossements, donc c'est pareil que Jared Atadero, le haut du crâne est découvert et 2 dents sont trouvées dans une zone boisée, pourtant déjà fouillée à plusieurs reprises, exactement comme Jared Atadero. Ses vêtements, pulls, chaussures sont retrouvés relativement propres, malgré 20 mois d'exposition aux intempéries, exactement comme Jared Atadero, et pourtant, ses chaussures, ses vêtements sont retrouvés intacts, malgré les intempéries. Quelles sont les hypothèses ? Accident, suivi d'une dissimulation ou intervention humaine. L'enquête privilégie la piste criminelle, mais aucun fait n'est établi. Les grands-parents ont été interrogés et autres, parce que le grand-père était soi-disant violent, mais rien n'indique une piste criminelle. Donc, quels sont les points communs entre les 3 cas ? L'âge des victimes, tous avaient entre 2 et 3 ans. L'environnement proche, une disparition près du domicile familial ou lors d'une activité en plein air. Découverte inexplicable, vêtements retrouvés dans des états étranges, soit pliés, propres ou déposés a posteriori, mais les vêtements, malgré une longue exposition à l'extérieur, sont quelque peu endommagés, ils ne sont pas comme neufs, mais il n'empêche qu'ils ne sont pas endommagés comme on pourrait s'y attendre à une exposition si longue à l'extérieur. Des restes humains sont localisés, donc on va retrouver le haut du crâne pour Jared Atadero et pour Émile Soleil, et également des dents. Et dans des zones déjà inspectées à plusieurs reprises, mais aussi inaccessibles pour un enfant. Absence de preuves concluantes, aucun suspect identifié malgré des années d'enquête. Il y a aussi des différences majeures, il faut le dire. Contexte géographique. Yanis et Émile disparaissent en France. Jared disparaît aux États-Unis. Nature des restes. Seuls Jared et Émile on a pu retrouver des éléments organiques identifiés. Pour Yanis, seuls les vêtements ont été retrouvés.
Alors, les explications officielles, attaque animale, qui est très contestée pour Jarid, parce qu'une attaque animale, comme je le disais, c'est très, très, très violent, et il n'y a rien qui prouve une attaque animale. Émile, la piste criminelle est privilégiée, mais sans pour autant avoir d'éléments qui permettent de supporter cette théorie. Yanis, il n'y a aucune hypothèse dominante. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire pour ces trois cas? Ils illustrent le caractère insaisissable des disparitions d'enfants dans des conditions qui, pour moi, s'apparentent clairement au phénomène Missing 411. Les trois cas, malgré quelques différences, relèvent clairement d'une méthodologie et d'un mode opérationnel similaire dans les trois cas. Dans cette logique, encore une fois, je parle d'intelligence, un mode opérationnel répétitif au travers de plusieurs dizaines d'années, 1989, 1999, 2023, fait penser naturellement à une logique technologique et intelligente. Et il faut garder en mémoire que des disparitions Missing 411 arrivent généralement chaque semaine, si ce n'est plus. Avant tout, comme je le disais à certains d'entre vous, Fabiola, Brigon, Stéphane, également Anna Kouliakov, ce phénomène Missing 411 est bâti sur une véritable intelligence et une planification méthodique. Alors, si je veux faire un parallèle, je peux prendre le phénomène de Jack the Ripper, Jacques l'Éventreur, qui n'a fait en réalité que 5 victimes. Mais ces victimes, pourquoi le phénomène a été tellement marquant pour les générations passées et les générations actuelles, c'est que ces victimes étaient regroupées dans un espace géographique confiné, Whitechapel à Londres, et très peu espacé dans le temps. Finalement, les meurtres se sont succédés quasiment l'un après l'autre. Or, ce phénomène de Missing 411 travaille de manière méthodique, espacée dans le temps. On parle d'un phénomène qui pourrait exister depuis 300 ou 400 ans, et sur la planète entière. Mais aucune base de données centralisée ne traite ce sujet, ni ne l'étudie sérieusement, ni analytiquement. Et je reviendrai sur ce point une autre fois, parce que c'est un point qu'on doit vraiment développer, le manque de bases de données de personnes disparues dans les parcs nationaux. On parlera de ça dans les semaines à venir. Donc pour terminer ce préambule, donc l'annonce que je voulais faire quant au phénomène Missing 411, pour terminer ce préambule, donc l'annonce que je voulais faire, c'était principal, on va aborder le phénomène Skinwalker Ranch. Je le ferai donc en 2 parties pour chaque époque. Il y aura une époque Sherman avec 2 parties, une époque Needs et Robert Bigelow, 2 parties, et une époque Fogel, 2 parties. Maintenant, merci pour avoir suivi le préambule, et maintenant attaquons les cas du jour avec les disparitions inexpliquées de chasseurs qui sont dorénavant chassés. Alors, chers amis, commençons la revue des cas d'aujourd'hui, des chasseurs étant dorénavant chassés. Donc, je vais aborder le premier cas, qui est un cas qui, pour moi, le cas le plus important des cas Missing 411, parce qu'il est la convergence de différents éléments qui prouvent ce phénomène intelligent qui serait motivé par de différentes manières. Mais ce cas, alors je reviendrai à une autre occasion sur ce cas, puisque pour moi, il est la convergence de différents éléments que j'essaierai de démontrer au travers de ce cas. Donc ce cas est très, très, très important. C'est pour moi le cas le plus important des cas Missing 411. C'est le cas de Carl Higdon, dans le Wyoming, en 1974. Alors c'est vraiment un cas qui est très important pour David Paulides, ce qu'il a utilisé à plusieurs occasions. Donc le 25 octobre 1974, Carl Higdon, un ouvrier pétrolier et chasseur expérimenté, part chasser l'élan dans la forêt nationale de Medicine Bow, dans le Wyoming. Alors qu'il cherche des élans, il croise un garde-chasse avec lequel il discute et ils ont un échange sur les positions des élans actuellement dans le coin. Il lui indique qu'il en a vu certains pas très loin. Il continue son chemin, arrive en haut d'une clairière où il voit un groupe d'élans, mais qui sont immobiles, qui ne bougent pas, ne réagissent pas à sa présence. Il attend quelques secondes, puis il décide de prendre son fusil, de tirer sur l'un d'eux. Mais sa balle, au lieu de voyager à une vitesse normale, semble s'arrêter en plein vol,
comme si elle avait été frappée ou si elle avait touché quelque chose de très solide. Il se rapproche de la balle, on voit que la balle est encaissée de l'intérieur, comme si elle avait frappé quelque chose de très très dur. Okay. C'est à ce moment-là qu'il sent une présence, il se retourne et voit une entité humanoïde étrange qui semble flotter au-dessus du sol comme si elle ne marchait pas mais glissait. Vêtue d'une combinaison noire moulante avec des traits non humains, une mâchoire très reculée, pas de menton, des yeux inclinés, des antennes sur la tête et une sorte de ceinture ornée d'un symbole particulier. Mais quand même avec une structure qui semble humanoïde. Donc l'être qui se présente sous le nom de Oso One demande à Carl bonjour, vous avez faim? Vous avez faim? Et il lui propose une sorte de sachet avec des sortes de pastilles blanches. Et il lui propose de manger ça. Donc il mange une des pastilles et Oso One invite Carl à monter à bord d'une structure transparente en forme de cube. Ils se sont comme obligés de suivre. Donc la personne lui dit suivez-moi et il rentre dans un ovni qui est en forme de cube qui est posé dans la clairière. Et à l'intérieur il voit des élans qui sont toujours paralysés et enfermés dans une sorte de cage. Alors il se retrouve dans un état depuis qu'il a mangé les pastilles, il se sent dans un état de semi-conscience, incapable de bouger ou de résister. Okay. Donc l'entité, le personnage Oso One lui fait avaler d'autres pilules et procède à une sorte d'examen médical ou biologique à travers il le fait passer dans une sorte d'écran. Il le fait passer derrière un écran qui observe son anatomie ou autre. Et donc Carl racontera plus tard que les extraterrestres l'ont analysé pour déterminer s'il correspondait à leurs critères. Et donc l'humanoïde en question, Oso One, lui dira écoute, tu n'es pas ce que nous recherchons. Donc ils sont déjà dans l'espace et lui il voit que sur le côté gauche de l'OVNI il y a une sorte de fenêtre et il voit la Terre qui était déjà très loin. Donc il lui dit tu n'es pas ce que nous recherchons, nous allons te ramener chez toi. Donc selon Carl Ingden, les extraterrestres l'auraient ramené et aurait analysé qu'il avait, donc ils m'ont expliqué que il avait eu qu'il aurait subi une vasectomie, c'est qu'il le rendait inapte à leurs expériences ou à leurs projets dont la nature reste inconnue. Donc ils ne disent pas, mais ils disent que il ne correspond pas à leurs critères parce qu'il a subi une vasectomie. Donc après cet examen fait par les aliens, Carl est déposé. Alors quand je dis déposé, l'OVNI est au-dessus du sol, à environ 5-10 mètres au-dessus du sol, et il le laisse tomber. Il le laisse descendre, comme ça d'un coup, comme s'il ouvrait une trappe et il se retrouvait rejeté de l'OVNI. Il tombe à 5-10 mètres et il tombe et il se fait mal à l'épaule, mais il se retrouve à plusieurs kilomètres de l'endroit où il avait disparu. Il est complètement désorienté et en état de choc. Il sera retrouvé par une équipe de secours alors qu'il souffre d'hypothermie, incapable d'expliquer ce qui s'est passé. Comme il est aussi confus, il ne sait pas vraiment comment expliquer ce qui lui est arrivé. À l'hôpital, les médecins constatent des anomalies. Ses anciennes cicatrices pulmonaires dues à la tuberculose ont disparu, ainsi que ses calculs rénaux. Il avait des calculs rénaux. Il ne présente aucun signe de traumatisme physique malgré l'épreuve vécue. Donc il est guéri de certaines choses. Il a une blessure à l'épaule de sa chute de l'OVNI. Quels sont les aspects inexpliqués liés avec Missing 411? Donc naturellement, il y a le temps manquant. Carl ne se souvient pas de plusieurs heures de sa journée, comme plusieurs personnes, notamment une personne que nous verrons dans ces cas. L'effet physique, guérison inexpliquée de pathologie ancienne. Éléments matériels, un fragment de balle retrouvé dans ses affaires aurait été déformé de manière étrange, comme encaissé, comme si la balle aurait été repoussée vers l'intérieur, pas enfoncée, mais encaissée à l'intérieur.
Mais la pièce a été soi-disant perdue par la suite, empêchant toute analyse indépendante. Il y a des phénomènes postérieurs. Après son retour, Carl et sa famille rapportent des observations d'ovnis et des phénomènes paranormaux autour de leur domicile. Donc, en résumé, je dirais que pour moi, l'affaire de Carl Ingden révèle certains éléments qui sont emblématiques des cas Missing 411, mais qui est aussi une frontière entre la disparition inexpliquée et intervention d'entités inconnues qui s'estompent. Donc là, on voit que il y a une forme d'intelligence quelque part, une forme de motivation. Selon David Paulides, l'exclusion de Carl par les extraterrestres en raison de sa vasectomie suggère que d'autres disparus auraient été retenus pour des raisons biologiques, alimentant la théorie d'un lien entre certaines disparitions et des expériences menées par des intelligences non humaines. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Carl Ingden. Je reviendrai, comme je le disais dans les épisodes futurs, sur le cas de Carl Ingden, qui est le cas pour moi le plus intéressant du phénomène Missing 411. Alors maintenant, attaquons le cas numéro 2. Anthony Granata, chasseur disparu en Alaska en 2006. Le contexte de la disparition. Alors, Anthony Granata est un père de famille expérimenté, originaire de Reno, dans le Nevada, qui part en août 2006 pour un voyage de chasse au mouflon d'Amérique. Alors, le mouflon d'Amérique, c'est un bouc, une chèvre que l'on retrouve dans les montagnes. Il en existe aussi en France également. Et il se trouve dans une région montagneuse et reculée d'Alaska. Il est accompagné d'un groupe de chasseurs. Anthony Granata est un homme habitué aux environnements extrêmes et bien équipé pour la chasse en haute montagne. Alors l'Alaska, c'est assez particulier parce que c'est une région très difficile à appréhender, pour que ce soit pour les randonneurs ou pour des chasseurs, parce que c'est un environnement difficile, dangereux, et les gens se perdent assez rapidement. Il faut face à des difficultés pour lesquelles ils n'ont pas été préparés. Il y a beaucoup de disparitions, ils sont pas liés à des phénomènes Missing 411, mais bon, il y a des disparitions Missing 411, mais également des disparitions liées aux conditions qui se trouvent en Alaska. Donc le groupe s'installe dans une zone au-dessus de la limite des arbres, parce qu'effectivement il y a une hauteur à laquelle les arbres ne poussent plus. C'est un secteur rocailleux, escarpé et difficile d'accès, typique des habitats du mouflon. Après plusieurs jours de chasse, Anthony se sépare brièvement de ses compagnons pour explorer une crête et tenter de repérer des animaux. C'est la dernière fois qu'il sera vu. Donc le déroulement des recherches, lorsque Anthony Granata ne revient pas au campement, ses amis commencent à le chercher. Rapidement, ils alertent les secours. Une opération de recherche d'envergure est lancée. Et donc l'armée de l'air et des équipes de secours locales effectuent 48 missions de survol et de recherche au sol, couvrant la zone à pied, en hélicoptère et avec des chiens pisteurs. Les secours fouillent les crêtes, les ravins, les abords du campement et les pierres environnantes, en se basant notamment sur les photos prises par Anthony Granata avec sa proie, pour signaler les zones où il aurait pu se rendre. Malgré des jours de recherche intensive, aucune trace d'Anthony Granata n'est retrouvée. Ni corps, ni vêtements, ni armes, ni équipements, ni indices matériels. Sa femme, restée à Reno, garde espoir pendant près de 3 semaines, mais doit finalement accepter l'absence totale des réponses. Alors, quels sont les éléments troublants et le profil de ce cas Missing 411? Alors, l'expérience et la préparation. Anthony Granata était un chasseur chevronné, familier des dangers de la montagne, bien équipé et en bonne santé, mais également quelqu'un qui connaissait très bien l'Alaska. L'environnement, c'est une disparition dans une zone ouverte, au-dessus de la limite des arbres, où toute trace aurait dû être visible depuis les airs. Ça veut dire qu'il n'y a rien pour se cacher. C'est une zone, il n'y a pas où les arbres ne poussent pas. Donc tout est visible. Aucun indice matériel, ni armes, ni sac à dos, ni vêtements, ni empreintes n'ont jamais été retrouvés, malgré la couverture exhaustive de la zone. Des recherches infructueuses, les équipes de secours, des militaires ont été réquisitionnés, et des civils n'ont jamais pu expliquer comment un homme pouvait s'évaporer ainsi, sans laisser la moindre trace, dans un secteur aussi exposé
est minutieusement fouillé. Et aussi exposé, c'est parce qu'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de couverture, encore une fois. Tout est visible du point de vue des airs. Il y a eu un survol avec des hélicoptères, des avions, mais rien n'a pu être retrouvé. Alors, comment on pourrait comparer ce cas avec d'autres cas Missing 411 ? Comme d'autres disparitions de chasseurs que l'on va continuer à voir, je ferai sûrement une partie 2 parce que j'ai beaucoup de cas et on ne pourra pas tout traiter aujourd'hui. Donc, comme d'autres disparitions de chasseurs recensées par David Paulides, le cas d'Anthony Granata présente plusieurs caractéristiques typiques. Disparition soudaine et totale, dans un environnement où la visibilité est bonne. Absence de preuves, malgré des recherches massives aériennes et terrestres, on ne retrouve aucune preuve, aucun indice matériel, aucun équipement, aucune arme. Aucune explication rationnelle, ni accident visible, ni attaque animale, ni fuite volontaire plausible. Parce qu'effectivement, en Alaska, il y a énormément d'ours. Il y a des ours Kodiak qui sont extrêmement dangereux. Et donc, aucune explication rationnelle. Donc le cas d'Anthony Granata demeure toujours aujourd'hui un mystère total. Un chasseur expérimenté, parfaitement préparé, disparaît sans laisser la moindre trace dans les montagnes d'Alaska, malgré des recherches intensives et les moyens déployés. Ce dossier s'inscrit pleinement dans la trame des cas Missing 411, comme vous pouvez le voir, avec une disparition brutale, absence d'indices et impossibilité de fournir une explication logique à ce qui s'est passé. Ok, alors chers amis, maintenant abordons le cas numéro 3, l'histoire de la disparition d'Aaron Hedges dans le Montana en 2014. Alors, quel fut le contexte ? Aaron Hedges, 38 ans, est un chasseur aguerri originaire de Bozeman, dans le Montana. En septembre 2014, il part pour une expédition annuelle de chasse à l'élan, qu'on appelle aussi l'orignal au Canada, avec 2 amis, Greg Leitner et Joe Depew, dans la région sauvage du plateau de Crazy Mountains, qui est une zone montagneuse très isolée et qui est réputée difficile, même pour les habitués. Le groupe tout de même est bien préparé. Il dispose de radios GPS Garmin Rhino, communiquer et se localiser. Aaron transporte un sac à dos, de la nourriture, un réchaud, un pistolet 44 Magnum, un arc, un fusil, des vêtements chauds et du matériel de survie. Donc, bien préparé. Ils ont également des cages de ravitaillement, ce qu'on appelle des food cages, qui sont déposées lors de précédentes expéditions, notamment près de Sunlight Lake. Alors, les ravitaillements, c'est simplement pour éviter que les chasseurs aient besoin de retourner jusqu'au campement s'ils veulent manger quelque chose, et si on sont en phase d'attente pour un animal, au lieu de se déplacer, de faire plusieurs kilomètres, ils se déplacent quelques centaines de mètres ou une distance plus courte pour pouvoir se ravitailler. Et ça va jouer un rôle relativement important. Donc quel fut le déroulement de la disparition ? Le 5 septembre 2014, le groupe installe son camp près de Campfire Lake, donc s'installe tous les 3 dans cet environnement-là. Le 6 septembre, Aaron décide de quitter le groupe pour se rendre à la cache de Sunlight Lake à environ 10 km, afin de récupérer des bottes de rechange et d'autres provisions. Il part seul, en laissant une partie de son équipement au camp. À partir de ce moment, la situation devient un peu confuse. Aaron contacte ses amis par radio à plusieurs reprises. Il indique être désorienté et ne pas retrouver le chemin du retour, bien qu'il connaisse parfaitement la région. Ses amis tentent de le guider, mais Aaron semble s'éloigner de la zone prévue, et la qualité du signal radio se dégrade, indiquant qu'il s'éloigne encore plus. Le dernier contact radio a lieu le 7 septembre, vers 16h30. Aaron annonce qu'il ne pense pas pouvoir revenir au camp avant la nuit. Donc, il passe la nuit, ils se disent que, il connaît bien la région, donc il va trouver un moyen parce qu'il est quand même bien équipé, même s'il n'a pas tous ses équipements, il est quand même bien équipé, donc il va passer la nuit à l'extérieur, et il sera de retour le matin. Donc, maintenant, recherche et découverte étrange. Donc, naturellement, comme vous pouvez l'imaginer, dès le lendemain matin, ses amis regardent si Aaron est revenu. Il ne semble pas avoir été de retour. Ses amis alertent les secours. Les recherches mobilisent hélicoptères, équipes au sol, chiens pisteurs et drones sur plusieurs semaines, sans succès immédiat. Alors, il y a des découvertes successives. À la cache de Sunlight Lake, là où Aaron était censé être parti,
Les secouristes découvrent des traces indiquant qu'Aaron a bien récupéré des bottes et des provisions dans la cache. Donc il est bien arrivé jusque là-bas. Donc il y a des effets personnels maintenant qui sont dispersés. Plusieurs mois plus tard, à plus de 20 km du point de disparition, des objets appartenant à Aaron sont retrouvés dans une zone boisée près d'une propriété privée. On retrouve donc son sac à dos, des vêtements, un réchaud, un arc et surtout son fusil retrouvé brisé en deux, mais de façon nette, cassé littéralement, brisé en deux, de façon inexplicable, sans trace de lutte ni d'attaque animale. Il y a des restes humains qu'on en retrouve. En juillet 2015, soit près d'un an après la disparition, des fragments d'os et un crâne sont retrouvés à proximité des objets, confirmant l'identité d'Aaron Hedges par analyse ADN. Et encore une fois, je reviendrai sur les analyses ADN dans le prochain épisode. On va rentrer un peu plus dans la science de ce que les médecins légistes estiment comme une analyse ADN incomplète. Alors, éléments mystérieux et profil de ce cas quant au phénomène Missing 411. Distance et orientation. Aaron a parcouru une distance anormalement longue, dans une direction opposée à celle du camp. C'est ce que les traces GPS relèvent, c'est exactement ça. Qu'il a été dans une direction qui était à l'opposé de celle du camp, à travers des terrains difficiles et des clôtures privées, sans explication logique. Parce qu'à partir du moment où vous voyez des barbelés, c'est qu'il y a une propriété privée. Donc, soit vous franchissez pour des raisons précises, soit vous ne la franchissez pas pour des raisons évidentes. Vous êtes dans la mauvaise direction. Mais il continue dans cette mauvaise direction sans explication logique. Des équipements abandonnés, son matériel de survie, ses vêtements chauds et son fusil brisé sont retrouvés loin de son dernier emplacement connu, alors que les conditions météorologiques étaient rudes, avec de la neige, température négative. Donc se séparer de son matériel de survie, de ses vêtements, c'est un arrêt de mort. Sauf qu'on ne retrouve rien. Ni son corps, ni trace de lui. On a retrouvé des fragments d'os et un crâne. Pour moi, ça signifie pas grand-chose. Pour moi. Et j'expliquerai dans le prochain épisode pourquoi. Aucune trace de lutte ou d'attaque animale. Les objets sont intacts, à l'exception du fusil qui est brisé en deux manifestement. Il n'y a aucune trace de sang ou de prédation. Comme je l'expliquais avec les cas de Yanis Moré, le petit Émile ou Jared Atadero, à partir du moment où il y a une prédation animale, ce sont des scènes absolument horribles, avec des traces de sang partout, des vêtements déchirés dans tous les sens, mais là ce n'est pas le cas du tout. On retrouve les vêtements en bon état, pliés, propres, sans aucun problème. Absence d'explication rationnelle. Malgré son expérience, Aaron semble avoir agi de manière irrationnelle, abandonnant équipements et protection et parcourant des kilomètres dans une direction opposée à toute logique de survie et opposée au campement où il était censé revenir. En conclusion, le cas d'Aaron Hedges est emblématique du phénomène Missing 411. Disparition brutale d'un homme expérimenté qui connaissait la région, parcours erratique et incompréhensible, abandon d'équipement vital, découverte d'un fusil brisé en deux sans aucune cause identifiable, reste retrouvé dans une zone déjà fouillée loin du point de disparition ou loin du campement auquel il était censé revenir. Ce dossier documenté par David Paulides dans Missing 411 The Hunted, parce que ça fait partie du documentaire The Hunted, reste à ce jour un cas sans aucune forme d'explication et continue d'alimenter les interrogations sur les disparitions inexpliquées en milieu sauvage nord-américain. C'est l'exemple d'Aaron Hedges. Dans les équipes de Search and Rescue, ils prennent cet exemple-là tout le temps, en disant, même si vous êtes expérimenté, faites très attention. Ok, chers amis, continuons maintenant avec le cas numéro 4, disparition de Melvin J. Regal en Pennsylvanie 1945. Donc vous voyez que les cas sont espacés de plusieurs dizaines d'années. Je fais ça exprès et je vais expliquer dans la conclusion ce que je veux démontrer à travers ça. Donc quel est le contexte? Le 21 novembre 1945, Melvin J. Regal, 68 ans, part à la chasse aux cerfs dans la région boisée de Lycoming County en Pennsylvanie. Il s'agit d'un chasseur chevronné, habitué à la forêt et à la chasse en groupe. Ce jour-là, il est accompagné de plusieurs membres de sa famille et amis, et tous expérimentés connaissent bien le secteur.
Donc, que se passe-t-il? Il y a une séparation du groupe. Comme c'est souvent l'usage lors de battues, les gens s'espacent avec une certaine consistance. Et Melvin s'éloigne brièvement du groupe en fin de matinée pour exploser une zone adjacente à une courte distance du reste des chasseurs. Il devait revenir au point de rendez-vous pour le déjeuner. Mais quand Melvin ne revient pas à l'heure prévue, ses compagnons, d'abord peu inquiets, commencent à le chercher dans les environs immédiats. Rapidement, ils réalisent que Melvin a disparu, sans laisser de traces. Donc bien sûr, bon, vous imaginez un peu, les gens commencent à chercher de manière plus large, commencent à appeler. Bon, la personne ne répond pas et on lance des recherches. Donc on demande une mobilisation auprès des services de l'ordre qui sont relativement proches, le plus proche possible. Il y a une mobilisation massive qui est mise en branle. Les recherches sont lancées immédiatement. Des centaines de volontaires, police locale, des pompiers, des chiens pisteurs ratissent la région. Ratissent. Donc, quand je dis la région, c'est la forêt, les ravins, les marécages et les sentiers sur plusieurs kilomètres. Donc, on donne un périmètre relativement confortable pour pouvoir trouver une personne qui ne voulait pas disparaître. C'est juste éloigné. Mais il y a une absence de piste. Malgré l'ampleur des recherches et l'expérience des équipes, aucune trace de Melvin n'est retrouvée dans les jours qui suivent. Les chiens ne parviennent pas, comme d'habitude, à suivre une piste fiable. Ils suivent une piste pendant un temps, puis ils s'arrêtent d'un coup, avec une absence de piste pour continuer la traque. Ce qui intrigue les enquêteurs et les proches. Ils ne comprennent pas comment un chien peut prendre une trace et d'un coup, c'est comme si la personne s'était envolée en l'air. A disparu, a été absorbée ou a disparu d'un coup. Donc, il y a maintenant des découvertes étranges. Les vêtements sont retrouvés plusieurs semaines après la disparition. Une partie des vêtements de Melvin est retrouvée soigneusement pliée dans une clairière, déjà fouillée à plusieurs reprises. Cette découverte est d'autant plus étrange qu'il n'y a aucune trace de lutte, de sang ou de passage animal autour des vêtements. Comme si même les animaux ne refusent d'approcher. Parce que les animaux sont curieux. Donc ils voient des éléments avec de la couleur, ils vont approcher. Mais là, même les animaux n'approchent pas. Absence de l'arme. Son fusil ainsi que le reste de son équipement n'ont jamais été retrouvés. Aucun autre indice matériel n'est découvert malgré de nouvelles recherches intensives dans la zone. Aucun corps. Le corps de Melvin Regal n'a jamais été retrouvé. Et aucune explication rationnelle n'a pu être apportée à sa disparition. Et aucune trace organique, comme on a pu voir dans d'autres cas, comme dans le cas précédent. On a pu voir qu'il y avait des restes organiques qui avaient été retrouvés. Là, rien n'a été retrouvé. Élément typique du phénomène Missing 411. Donc, encore une fois, c'est une disparition soudaine et silencieuse. Melvin disparaît à quelques centaines de mètres de ses proches, en plein jour, sans bruit, ni appel à l'aide, sans lutte, sans rien. Des vêtements déposés, le fait que ces vêtements aient été retrouvés pliés, sans trace de lutte, ni de prédation animale, est un motif récurrent des cas Missing 411 que l'on retrouve dans beaucoup de cas. Absence totale de piste, ni corps, ni armes, ni équipement, ni traces de déplacement, malgré des recherches massives et répétées. En fait, ce que je ne dis pas souvent, en fait, mais dans des cas où il y a des disparitions très étranges, on fait appel à des Amérindiens. Les Amérindiens sont des pisteurs hors pair. Ils ont une capacité à retrouver des pistes que même les traqueurs les plus expérimentés ont du mal à voir. Et très souvent, on fait l'appel à eux. Et quand on fait l'appel à eux, très rapidement, ils regardent les traces et ils disent qu'il y a quelque chose d'anormal. Et très souvent, bon, je le dis pas forcément parce que j'essaie d'écourter, mais il y a plein de petits éléments parallèles que l'on retrouve dans certains cas où les Amérindiens, des trackers, pisteurs amérindiens viennent et n'arrivent pas à retrouver la trace. Pourtant, ce sont des experts d'experts. Et eux-mêmes disent, il y a quelque chose d'anormal ici. C'est totalement anormal. Une zone déjà fouillée. Encore une fois, on retrouve les vêtements qui sont ainsi retrouvés dans une zone qui avait déjà été inspectée à plusieurs reprises. Il y a plusieurs jours de décalage. Ce qui laisse penser à une possible intervention extérieure ou un déplacement inexpliqué des objets. Hypothèse et conclusion. Aucune explication officielle n'a jamais été retenue. Ni accident naturel, peu probable, vu l'absence de corps ou d'indices matériels. Attaque animale, aucune trace de lutte, ni de sang. Encore une fois, une prédation animale, c'est extrêmement violent. Et on retrouve des traces de lutte.
même un adulte qui fait face à un ours va essayer de se défendre, va essayer de réagir. Donc, par là, il y aurait eu des traces de lutte et des traces de sang. Il n'y a rien. Fugue volontaire ou intervention humaine. Aucune preuve d'une disparition volontaire ou d'une intervention humaine, comme un enlèvement ou un tueur en série. Et la personnalité de Melvin ne correspond pas à un départ volontaire. Et un tueur en série ou un enlèvement ferait montrer des traces de lutte. Mais il n'y a absolument rien. Phénomène inexpliqué, encore une fois, ce cas comme beaucoup d'autres dans les livres de David Paulides et aussi dans son approche, il reste ouvert mais alimente les spéculations sur les disparitions dans des milieux qui sont isolés. Donc, la disparition de Melvin J. Regal, j'y viendrai à la conclusion sur les 5 cas, mais demeure l'un des cas les plus mystérieux de Pennsylvanie et un exemple frappant du phénomène Missing 411. Chasseur expérimenté, il disparaît encore une fois, sans laisser de traces, dont seuls quelques vêtements soigneusement déposés témoignent de son passage, et dont le mystère reste entier près de 80 années plus tard. Rien n'a jamais été retrouvé, avec un mode opérationnel qui se répète inlassablement. Donc, chers amis, maintenant abordons le dernier cas, le 5e, donc la disparition d'Albert Burt Hobson dans l'Idaho en 1951. Donc, quel est le contexte? Le 15 octobre 1951, Albert, ou Burt Hobson, 69 ans, donc Burt est son surnom, part à la chasse à l'orignal avec un groupe d'amis dans la région sauvage et montagneuse du comté de Lemhi, dans l'Idaho. Burt est un homme robuste, habitué de la nature et de la chasse, il connaît bien le secteur. La zone de chasse est isolée, composée de forêts épaisses, de vallées encaissées, de marécages, typiques des territoires qui sont reculés de l'Ouest américain, puisque c'est une zone qui est à la fois mêlée entre forêts, marécages, zones avec des lacs. Donc quels sont les faits? Il y a une séparation du groupe. Il y a toujours ce point de séparation dont je parlais dans les premiers épisodes, toujours un point de séparation à un moment. Mais en fait c'est voulu parce que lorsqu'on fait une battue, les gens, comme avec Melvin, les gens s'écartent et puis s'écartent un peu, puis Burt s'éloigne pour suivre une piste d'un orignal repéré dans une zone adjacente. Il indique à ses compagnons la direction qu'ils comptent prendre et prévoit de le retrouver plus tard dans la journée. Donc l'idée c'est, je pars 2-3 heures pour voir si j'arrive à retrouver la piste d'un orignal et je vous rejoins plus tard. Et puis il a une disparition soudaine. Puis il ne revient pas au point de rendez-vous. Ses amis commencent à le chercher. Rapidement l'inquiétude monte. On essaie de le retrouver rapidement, mais se dit bon, Burt c'est un homme prudent, il ne s'absente jamais sans prévenir, il est bien équipé pour affronter la nature, mais on ne le retrouve pas. Donc on commence à contacter les forces de l'ordre. Et il y a une recherche qui est entamée, une mobilisation massive. Les recherches débutent immédiatement, quasiment immédiatement. Des dizaines de volontaires, des équipes de secours, des chasseurs locaux et des chiens pisteurs ratissent la zone, inspectant les forêts, les ravins, les marécages et les abords des cours d'eau. Alors, un point critique, toute disparition à son Missing 411 se passe souvent à proximité de cours d'eau. Donc, aucune piste, malgré l'expérience des équipes et l'utilisation de chiens, aucune trace tangible de Burt n'est retrouvée dans les premiers jours. Les recherches sont rendues compliquées par la densité de la végétation et le relief accidenté de l'environnement. Puis il y a des découvertes étranges. Des objets personnels retrouvés. Plusieurs jours après la disparition, des objets appartenant à Burt, notamment son chapeau, une partie de ses vêtements sont découverts dans une zone marécageuse déjà fouillée à plusieurs reprises. Les objets ne présentent aucune trace de lutte, de sang ou de prédation animale. Puis il y a une absence de l'arme et du corps. Son fusil, ses bottes et le reste de son équipement ne sont jamais retrouvés. Le corps de Burt demeure introuvable, malgré de nouvelles recherches intensives dans une zone élargie. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire. Il y a quelques jours, j'ai contacté une équipe de Search and Rescue qui se trouve en Colombie-Britannique, dans les environs de Vancouver. Et suite à beaucoup de gens qui disparaissent, ils m'ont expliqué que, en fait, comment ça se passe, c'est que comme les gens peuvent être désorientés d'être dans une forêt
et de ne plus savoir où est-ce qu'ils sont. Ok. Donc quand ils font search and rescue, c'est pas toujours. Ils sont au courant de Missing 411. J'aurais dit que moi, ma chaîne, je faisais une forme d'analyse sur Missing 411. Donc ils m'ont répondu ouvertement, ils m'ont dit on connaît le phénomène de David Paulides, et même le chef de cette équipe connaît très bien David. Et donc il m'a expliqué que quand les gens sont perdus en forêt, désorientés par la présence d'arbres dans tous les sens, les gens sont désorientés. Donc quand on cherche les gens, on cherche dans une zone restreinte au départ, proche du point de séparation, du point de disparition. Et puis comme il y a l'hiver, au Canada il fait très froid, et qu'il y a des moments où les gens, à cause de l'hypothermie, sont désorientés, des fois enlèvent même leurs vêtements. C'est ce qu'il m'a expliqué, qu'il y a eu des cas où ils ont retrouvé les gens, des fois morts ou vivants, mais ils retrouvent la majorité du temps, ils retrouvent les gens. Et on retrouve les gens sans leurs vêtements, parce que la fausse impression de l'hypothermie fait qu'on a l'impression d'avoir chaud, mais en vérité, c'est le corps qui exerce une forme de réaction. Donc, à partir du moment où les gens sont dans l'hypothermie, qu'ils sont un peu désorientés, on éloigne la zone de recherche. C'est pour ça qu'on parle que dans le cas de Bert, le corps demeure introuvable, mais on étend la zone de recherche au cas où il y a eu un problème lié à l'hypothermie, même si là ce n'est pas le cas. Donc dans une zone déjà inspectée, le fait que les objets aient été retrouvés dans un secteur déjà exploré par des équipes de recherche intrigue et déroute les enquêteurs. S'ils comprennent pas. Ils disent on est là depuis plusieurs jours, on est déjà passé ici plusieurs fois. Et là, ces éléments réapparaissent. Mais je tiens juste à souligner quelque chose. Une partie de ses vêtements sont retrouvés dans une zone marécageuse. Donc il enlève ses vêtements mais il garde ses bottes. Et il garde son fusil. Ça a un sens quelconque, ça? Ça n'a absolument aucun sens. C'est pour ça que, dans le cas de Bert, quand David Paulides raconte ce cas, il dit que ce cas ne faisait absolument aucun sens pour les chercheurs. Parce que les gens qui cherchent se disent, mais quelle est la logique? Il se débarrasse de ses vêtements, il garde ses bottes, il garde son fusil. Et la première chose dont tu te débarrasses, c'est un élément qui est lourd ou des éléments dont tu n'as pas besoin. Mais les vêtements, tu en as toujours besoin. En forêt, dans des zones aussi difficiles à manœuvrer, tu enlèves tes vêtements et tu gardes tes bottes et ton fusil. Ça n'a aucun sens. Donc il se balade en slip avec son fusil et en bottes. D'accord. Donc quels sont les éléments typiques qui ramènent au phénomène Missing 411? Encore une fois, la même chose. Disparition soudaine et silencieuse. Bert disparaît à quelques centaines de mètres de ses compagnons en plein jour, sans bruit ni appel à l'aide. Donc on ne peut pas parler d'enlèvement, prédation animale, parce qu'il y aura eu des bruits. Objets déposés, les effets personnels retrouvés dans une zone déjà fouillée, sans trace de lutte, rappellent d'autres cas Missing 411. Plein de cas, y compris ceux des enfants. Absence totale de pistes, ni corps, ni armes, ni équipement, ni traces de déplacement, malgré des recherches massives et répétées. Aucune explication rationnelle. Les hypothèses classiques, accident, attaque animale, fugue, intervention humaine, ne tiennent pas face à l'absence totale d'indices matériels, parce que tous ces éléments-là doivent être supportés par des preuves matérielles. Aucune explication officielle n'a jamais été retenue. Accident naturel, peu probable, vu l'absence de corps ou d'indices matériels. Attaque animale, absolument pas. Aucune trace de lutte ni de sang. Fugue volontaire ou intervention animale. Aucune preuve et la personnalité de Bert ne correspond pas à un départ volontaire. Phénomène inexpliqué, encore une fois. Comme beaucoup d'autres cas, David Paulides reste ouvert et alimente des spéculations sur les disparitions en milieu sauvage, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Ça n'a aucun sens. Encore une fois, ça reste aussi l'un des cas les plus mystérieux en Idaho et un exemple frappant d'un chasseur expérimenté disparu sans laisser de traces. En voilà le cas final. Donc maintenant, on va passer à une conclusion. Donc, chers amis, pour la conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Effectivement, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est un épisode un peu plus long pour commencer à donner des pistes de réflexion par rapport au quelle pourrait être une réponse quant à ce phénomène. Également ouvrir vers Skinwalker Ranch, mais également traiter du fameux cas des 3 enfants que nous avons abordé tout à l'heure avec Yanis Moré.
le petit Émile, mais également Jarid Atadero. Mais il y a le cas aussi des chasseurs. Donc si on prend le cas des chasseurs pour l'instant, pour essayer d'apporter une conclusion à cet épisode. Chez les chasseurs, on retrouve des similarités opérationnelles entre les 5 cas. Alors, il y a expérience et préparation. Tous étaient des chasseurs expérimentés, habitués à la nature et parfaitement équipés pour affronter les dangers de leur environnement. Ils étaient conscients des risques et des techniques de survie. Deuxièmement, il y a la disparition soudaine et silencieuse. Dans chaque cas, la disparition se produit à proximité d'autres personnes ou campements, sans bruit, ni appel à l'aide, ni signe de lutte. Le cas qui est un petit peu unique, c'est le cas de Carl, qui lui se fait emmener par des extraterrestres. Les compagnons réalisent souvent très rapidement l'absence, mais ne trouvent aucune trace du disparu. Il y a, en troisième élément, il y a des recherches massives, absence de résultats. Les recherches mobilisent d'importants moyens, équipes au sol, chiens pisteurs, hélicoptères, parfois même l'armée ou des équipes spécialisées. Malgré tout, les disparus restent introuvables ou ne sont retrouvés que bien plus tard dans des circonstances étranges. Alors quand on dit retrouver, c'est les restes organiques ou les restes qui sont retrouvés. Découverte d'objets dans des conditions inexplicables. Alors, Carl Ingden réapparaît, donc, comme je le disais, dans un état de choc avec des souvenirs d'enlèvement et une balle de fusil déformée, encaissée de manière inexplicable. Anthony Granata, jamais retrouvé, aucune trace, ni corps, ni équipement, malgré des recherches aériennes et terrestres intensives. Aaron Hedges, équipement retrouvé, dispersé, fusil brisé en deux, reste humain découvert loin de la zone de disparition, dans un secteur déjà fouillé. Melvin J. Regal et Bert Hobson, vêtements retrouvés pliés ou posés dans des zones déjà fouillées, aucun corps ni armes retrouvés. Il y a aussi le fait que des lieux déjà fouillés ou difficilement accessibles. Les objets ou restes sont retrouvés dans des zones qui avaient déjà été fouillées à plusieurs reprises, ou dans des endroits difficiles d'accès pour une personne en état de détresse. En ce qui défie la logique des recherches classiques. Et quelqu'un qui veut se débarrasser des objets qu'il a pris à ses victimes, il va les plier, les poser en bon état, y faire attention, ça n'a aucun sens. Absence d'explication rationnelle, aucune hypothèse classique, accident, attaque animale, fugue, intervention humaine, tueur en série. Rien ne parvient à expliquer la disparition ou la découverte des objets ou les restes organiques. Les dossiers restent ouverts sans conclusion officielle. Mais je vous laisse imaginer l'état des familles derrière. C'est juste, moi, quand j'imagine ça, pour ma propre famille, je me dis c'est hallucinant. Le traumatisme derrière, c'est fou. Alors maintenant, c'est là où je voulais en venir. Les stratégies opérationnelles et motifs récurrents. Alors c'est un mode opérationnel sans faille en réalité. Les cas des enfants sont espacés de plusieurs dizaines d'années. On a vu avec Yanis Moré, on a vu avec Yanis Moré 1989, on a vu avec comment il s'appelle, Jared Atadero 1999 et le petit Émile 2023. Et les cas des adultes sont également largement espacés dans le temps. 1945, 1951, 1974, 2006, 2014. Donc il faut comprendre que dans ces zones-là, vous avez des espaces qui sont à la fois séparés géographiquement et espacés dans le temps. Les personnes qui ont enquêté sur ces différents cas sont décédées, soit sont à la retraite, soit ne sont pas au courant des cas qui se sont passés ailleurs. Donc, quand vous voyez chez les adultes 1945, 1951, 1974, 2006, 2014, comment voulez-vous établir une jonction entre ces cas? Ça veut dire que c'est méthodiquement organisé, mais également très espacé géographiquement parlant. Parce que vous voyez que c'est à travers différents continents, différentes zones dans un même pays, ou ça peut être des fois dans le même coin. Hein. On a vu avec Yanis Moré et le petit Émile, c'est dans les Hautes-Alpes maritimes. Donc, ça peut être dans un même coin
Mais finalement, les gens qui enquêtent ne sont pas responsables des deux cas. Donc il n'y a pas on n'arrive pas à établir de causalité entre les différents cas. Mais tout de même, ce qui induit pourtant un modèle opérationnel consistant au cours de ces périodes, que ce soit concernant des adultes ou des enfants. Donc, pour moi, ce qui fait intervenir l'idée d'une intelligence, d'une planification sans pareil et d'une maîtrise technologique sans faille. Parce que technologiquement, pour être capable de mettre ça en place, il faut de la technologie. Pour moi, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une baguette magique qui vient et on emmène les gens. Non, c'est de la technologie, ça. Quand on a une organisation sans faille comme ça, c'est technologiquement orienté. Et j'y reviendrai, hein, technologiquement orienté, et j'expliquerai pourquoi je dis ça dans les prochains épisodes. Il y a un isolement temporaire. La victime s'isole brièvement du groupe ou s'éloigne pour une raison précise. Chercher du matériel, suivre une piste. Il y a une perte de contact radio-visuel. Les communications cessent soudainement, sans signe de panique ou d'urgence. Parce qu'on fait confiance à la personne qui est expérimentée. On se dit, ça va aller, ça va bien se passer. Mais en vérité, c'est là où le problème commence. Abandon d'équipement vital. Les disparus laissent derrière eux des vêtements, essentiels à leur survie. Vêtements chauds, armes, nourriture. Ce qui va à l'encontre de tout instinct de chasseur expérimenté. Comme celui qui laisse ses vêtements et reste en slip avec un fusil et ses bottes. Ça n'a aucun sens dans une forêt assez dense, aucun sens. Découverte d'objets dans des états ou des lieux anormaux pour Aaron Hedges, fusil brisé, vêtements pliés pour James J. Regal et Bert Hobson et Bert Hobson et une balle déformée pour Carl Ingden. Zone de découverte paradoxale, objets ou restes retrouvés dans des lieux déjà fouillés ou très éloignés du point de disparition initiale. Encore une fois. Donc, en conclusion, en fait, le lien méthodologique et opérationnel dans ces 5 cas repose sur la sélection de victimes expérimentées et préparées, la disparition soudaine et silencieuse dans des conditions normales, l'incapacité des recherches classiques à fournir une explication ou à localiser les disparus, la découverte d'objets ou de restes dans des conditions défiant la logique et la méthodologie de recherche classique. Ces éléments, systématiquement retrouvés dans les dossiers Missing 411, en fait, dessinent un profil récurrent, des disparitions en milieu sauvage, qui défient la compréhension, même pour les enquêteurs les plus aguerris. C'est pour ça que quelqu'un comme David Paulides, quand il fait face à ça, en fait, il a une méthodologie dans la police, il y a une méthodologie d'approche, et ça bouleverse toutes les méthodologies qu'ils connaissent. Donc quand ils font face à ça, ils sont complètement perdus. Et encore, David Paulides, il a fait face à plein de cas comme ça, donc maintenant, il a une méthodologie qui change. Mais pour d'autres enquêteurs, mais ils font face à ça, mais ils se grattent la tête, ils se disent, mais comment veux-tu que je réponde à tout ça? C'est impossible. Donc effectivement, quand on voit tout ça, on peut s'interroger sur une forme d'intelligence ou de stratégie récurrente derrière le phénomène Missing 411. Et je vais argumenter même pour Skinwalker Ranch, où pareil, il y a une forme d'intelligence qui est organisationnelle, je dirais même. Car de nombreux dossiers présentent des motifs et des modus operandi similaires, comme l'a également souligné David Paulides. Je suis pas le premier à le voir. David Paulides, dans ses ouvrages Disparition soudaine, absence d'indices classiques, objets retrouvés dans des lieux déjà fouillés, vêtements déposés, pliés et zones géographiques récurrentes, il le dit ça. Maintenant, il fait pas de lien directement entre les cas comme j'essaie de le faire, parce qu'il passe par beaucoup de cas, mais il a déjà relevé tout ça. Ces motifs se répètent sur plusieurs décennies, dans différents pays et contextes, ce qui suggère soit une cause sous-jacente dotée d'une certaine logique, soit d'une application répétée de connaissances ou de méthodes spécifiques. David Paulides lui-même, en fait, si vous regardez ses vidéos ou ses documentaires, ce que je vous conseille de faire, hein, il lui-même ne tranche jamais sur la nature exacte du phénomène, mais il met en avant la constance de certains profils de disparition et la difficulté à expliquer ces cas pour des causes naturelles ou accidentelles classiques. Donc un élément que je mettrai en avant dans les prochains épisodes, c'est qu'il y a spécifiquement les gens qui disparaissent, il y a des promeneurs, il y a des chasseurs, et également des scientifiques. Et des scientifiques dans des domaines spécifiques qui sont enlevés. Et ça, j'y reviendrai. Certains observateurs évoquent la possibilité d'un prédateur multigénérationnel
D'autres parlent de phénomènes naturels inconnus, d'entités intelligentes, comme on a pu voir avec Carl Ingden, qui s'est fait enlever par un alien et qui lui dit non, 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 toi on ne veut pas, il y a quelque chose qui va pas chez toi. On te ramène et on te balance. On te balance comme un, comme un sac de patates. Et donc, d'entités intelligentes, comme je disais, ou même d'une technologie avancée en raison de la capacité apparente à éviter les recherches, déplacer des objets ou des personnes sur de longues distances, ou effacer toute trace. Si vous vous rappelez, je vais arrêter là-dessus, mais si vous vous rappelez l'histoire de cet enfant, il dormait dans la voiture de son père s'éloigne pendant 15-20 minutes pour observer des animaux, pour essayer de voir des animaux dans une forêt. Les portes de la voiture sont fermées, il revient, les portes de la voiture sont toujours fermées, mais l'enfant n'est plus là. Et l'enfant le retrouve quelques kilomètres plus tard, mort, face contre terre. Pour moi, c'est typiquement l'incompréhension totale. Ok. Donc on va arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour avoir suivi ce plus long épisode. Mais effectivement, c'est là où je commence à rentrer un peu plus dans le détail de certaines de mes recherches et de mes analyses. J'ai encore d'autres éléments à partager avec vous. On les verra dans les épisodes futurs. Puis à un moment, on fera aussi comme je le disais, une juxtaposition entre dans le futur avec Missing 411 et Skinwalker Ranch. Mais on se retrouve naturellement dans 2 semaines où on commencera donc cette double exposition Missing 411 et Skinwalker Ranch. Et je suis impatient de partager ça avec vous. Puis d'ici là, vous savez, mettez vos commentaires, on discute, on échange, likez, partagez. Moi, ça me fait plaisir. Et puis, c'est un moyen de continuer le dialogue. Merci à vous tous et prenez soin de vous. Et si vous partez dans des zones forestières et autres, faites attention. À bientôt. Bye bye.